Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pour tout vous dire. C'est un anniversaire qui célèbre les relations franco-chinoises et les échanges entre les deux pays en matière de culture et d'éducation. Au mois de septembre, l'Institut franco-chinois de Lyon a célébré son centenaire. Fondé en septembre 1921, cet établissement était la première et unique université chinoise créée hors de Chine. Nous allons revenir sur cette histoire étonnante, mais aussi sur l'évolution de ce qui est devenu aujourd'hui le nouvel Institut franco-chinois. Nous avons réuni pour en parler deux fins connaisseurs de ce lieu et des relations entre la France et la Chine. Il s'agit de Hubo et d'Alain Labatte que je vais vous présenter dans un instant. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons très logiquement sur le pendant pékinois de l'Institut franco-chinois, Ishuba, un lieu lui aussi hors du commun dont nous accueillerons la fondatrice Christine Cailleul. Mais je vais commencer tout de suite par vous présenter nos invités. Tout d'abord, Hubo, bonjour. Hubo. Vous êtes un ancien diplomate, vous avez été commissaire de l'exposition universelle de Shanghai en 2010, conseiller stratégique à l'UNESCO. Vous êtes aussi un enseignant à l'ESCP et à la CEIBS à Shanghai. Et vous êtes également président de l'Association des Amis de Wu Jianmin. Et vous, Alain Labatte, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de chinois. Vous avez été chargé de mission d'inspection pour le chinois dans plusieurs académies. Vous êtes président de la Fédération des associations franco-chinoises et vous êtes aujourd'hui vice-président du nouvel Institut franco-chinois de Lyon. Et vous intervenez également dans les relations entre Lyon et la Chine. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, le nouvel Institut franco-chinois de Lyon fête son centenaire cette année. Différentes manifestations ont été organisées pour l'occasion. Hubo, notamment, vous avez participé à ces célébrations en organisant un webinaire sur cet anniversaire et sur l'Institut et aussi les échanges entre la France et la Chine. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Pourquoi d'abord avoir pris cette initiative? Vous me posez la question pourquoi? Mais pour moi, il est tout à fait naturel parce qu'il fait partie de l'ADN de notre association. Je préside l'association qui porte le nom de l'ancien ambassadeur Wu Jianmin. Alors peut-être vous allez nous expliquer, parce que peut-être nos téléspectateurs ne connaissent pas l'ambassadeur Wu Jianmin. C'est une figure emblématique pour la bonne relation franco-chinoise. Il est l'ambassadeur entre 1998 et 2003. Il a consacré toute sa vie pour la bonne entente, compréhension franco-chinoise. Il est commandant de Légion d'honneur fait par Chirac, mais malheureusement, à cause d'un accident de voiture, il nous a quittés. Et comme je suis son collaborateur, je le connaissais depuis presque 20 ans, et puis je me rappelle toujours, 2 semaines avant sa mort, qu'est-ce qu'il m'a dit. Donc je pense qu'il faut continuer ce qu'il a fait, c'est-à-dire la valeur du dialogue et de la paix, donc avec des amis français. Nous sommes une association basée à Paris. Nous avons fait déjà pas mal de choses, c'est-à-dire le dialogue et la paix. Je pense que c'est le temps qui nous exige la situation, puisqu'on vit un moment très compliqué, pas seulement dans le monde entier, mais aussi pour la relation franco-chinoise. Ça nécessite une compréhension renforcée. Et puis je pense que la date choisie, elle est magnifique. D'abord, c'est le centenaire. Hein, c'est l'ancien l'Institut franco-chinois centenaire, il y a 100 ans, c'est-à-dire que la France et la Chine travaillaient main dans la main pour créer cet institut. Deuxièmement, c'est la fête de Lune, donc je pense que ce sens familial qui est important. La fête de la Lune, donc en septembre, hein, ce qui est une des plus importantes. C'est la même date, c'est le 21 septembre, n'oublie pas. Donc c'est familial. Moi, je pense que dans ce moment très compliqué pour la relation franco-chinoise, tout le monde sait, il faut réchauffer le cœur, il faut trouver cette étincelle du cœur. Donc il y a 100 ans, on a fait des choses ensemble. Troisièmement, c'est important parce que c'est la journée mondiale de la paix. C'est l'ONU qui a proclamé tous les 21 septembre, les citoyens, les pays membres doivent fêter quelque chose pour la paix. Donc avec le soutien du président Alain Labatte, on a fait, c'est un geste pour moi, commémorer, rendre l'hommage à nos ancêtres, à nos fondateurs, mais à la fois aussi montrer qu'on est là pour faciliter la compréhension.
entre nos deux peuples. Alors on va revenir maintenant sur l'histoire de cet institut franco-chinois de Lyon, qui est une histoire assez particulière et peut-être pas très connue, en dehors de la ville de Lyon, bien sûr. Cet institut n'aura probablement pas vu le jour sans le mouvement travail-études dont parlait Subo à l'instant. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, dans un premier temps, ce que c'est que ce mouvement travail-études qui a fait venir des étudiants chinois en France? Et puis après, on reviendra peut-être sur les fondations de l'Institut. Tout à fait. Ce mouvement travail-études donc, a vu le jour dans les premières années du XXe siècle, hein, avec l'arrivée notamment à Paris en 1902, d'un jeune Chinois qui s'appelait Li Shizhang. Et lui, donc, vient à Paris. Il fait des études d'agronomie et il travaille également à l'Institut Pasteur. Et il est en quête, comme beaucoup d'intellectuels chinois de l'époque, donc de ce qu'on appelle en Chine le secret. Le secret de quoi? Le secret de ce qui fait la richesse et la puissance de l'Occident, c'est-à-dire un ensemble de connaissances qu'on désigne généralement sous le nom de savoir occidental, donc des connaissances qui devraient permettre à la Chine donc de sortir à la fois de l'arriération économique et sociale, et puis aussi de la sujétion, puisque c'est quand même le siècle de l'Occident en Chine qui tente de se partager ce qu'on appelait à l'époque dans les chancelleries donc le gâteau chinois. Et donc, lui est assez impressionné par notre système éducatif. Il faut se rappeler ce qu'était la France, hein, sur le plan mondial dans les premières années du XXe siècle. Et donc, il est convaincu que ce qui manque à la Chine, c'est un système d'éducation moderne, dans le sens peut-être d'occidental du terme. Mais comment faire venir en France des étudiants chinois de cette Chine si lointaine, qui connaît tant de difficultés socio-économiques? Et donc, il a l'idée de créer à la Garenne-Colombes donc une usine de ce qu'on appelait à l'époque soja caséine, et qu'on appelle aujourd'hui tofu, c'est plus connu. Et il crée à côté donc une petite école en se disant je vais faire venir des jeunes Chinois qui vont travailler à mi-temps dans mon usine de soja et qui pourront à mi-temps s'initier au français, peut-être intégrer donc les établissements d'enseignement supérieur français. C'est ainsi qu'est né le mouvement Travail-Études, donc qui était fortement encouragé par une grande personnalité intellectuelle de l'époque qui s'appelait Tsai Ing-wen, qui deviendra le premier ministre de l'Éducation de la brève République de Chine proclamée au début de l'année 1912. Et donc, c'est un mouvement qui très vite connaît le succès. Il y a 2000 étudiants chinois qui vont venir travailler et étudier en France. Tout à fait. Lorsqu'on arrive donc en 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, donc ils sont à peu près 2 milliers, mais qui se retrouvent tout d'un coup et brutalement donc dans une situation extrêmement difficile, puisque à l'issue du premier conflit mondial, donc il y a une crise économique qui sévit dans l'ensemble de l'Europe, avec un chômage consécutif donc qui est très fort, notamment en France. Et donc ce mouvement est en péril, et c'est dans ce contexte-là donc que Li Shizhang essaye de sauver ce mouvement Travail-Études avec son ami Tsai Ing-wen, notamment en suggérant donc à la France qu'une partie de la lourde indemnité donc versée par la Chine à la France à la suite de ce que les Français appellent l'insurrection des Boxers en 1900, soit consacrée en partie, en grande partie, à la formation et à l'instruction de jeunes Chinois. Ça s'est fait aux États-Unis. Et donc l'idée était d'obtenir la même chose en France, ce qui a été acté par les autorités françaises. Et c'est dans ce contexte qu'est née l'idée de créer une université franco-chinoise quelque part en France. D'accord. Alors, vous voulez ajouter peut-être quelque chose sur cette histoire du mouvement Travail-Études, Subo? C'est très innovant. C'est la première université montée par les étrangers pour les étrangers. C'est-à-dire que dans l'histoire mondiale, vous n'avez jamais ça. Et les cours sont innovants. On a formé des grands élites. Alain, qui est beaucoup plus documenté, connaît ce que moi. Au total, même 400-500, des grands élites qui sont des grands physiciens, mathématiciens, scientifiques. Ils ont vraiment donné un coup de main forte pour la reconstruction du pays. Donc, on est très reconnaissants. Mais malheureusement, à cause de la guerre, vous savez, l'histoire, c'est toujours comme ça que l'ancien institut a un peu oublié. Et Alain, qui a la chance ou le privilège de monter le nouvel institut franco-chinois de Lyon, je pense qu'il faut garder la flamme. Il faut continuer cette bonne coopération franco-chinoise dans l'enseignement supérieur. Alors, c'était en tout 473 étudiants qui sont passés par l'Institut franco-chinois entre 1921 et 1946, je crois, à peu près. Qui étaient ces étudiants? Comment vivaient-ils en France, Alain Labatte?
Cette université tout à fait nouvelle et unique, comme vient de le dire Chupeau, donc était destinée à des jeunes Chinois préparés et recrutés à Pékin, à Shanghai et à Guangzhou, dans le cadre donc d'accords officiels entre la France et la Chine. Donc l'université ouvre, et là donc les chiffres que vous avez indiqués sont tout à fait exacts. Donc entre les deux guerres mondiales, disons, entre 1921 et officiellement 1946, 473 jeunes donc seront reçus là, qui viennent essentiellement de quelques provinces. La plus importante d'entre elles, c'est le Guangdong. Pourquoi le Guangdong? Parce que le gouvernement provincial du Guangdong était, d'une certaine manière, donc impliqué dans la fondation de cette université, accordait des bourses. C'était aussi donc dirigé par des personnalités plus ouvertes aussi sur l'étranger, mais d'autres venaient du Hebei, du Jiangsu, aussi de la province du Hunan, où une association, l'association du peuple nouveau, Xinmin-Shuhui, fondée par un jeune tout à fait inconnu qui s'appelait Mao Zedong, donc avait parmi ses activités de favoriser donc la venue de jeunes compatriotes en France. Donc on trouve à la fois une majorité de garçons, bien sûr, nous sommes comme... Mais 51 femmes 51 sur femmes. Le total, ce qui n'est pas négligeable, surtout pour l'époque. Tout à fait, c'est tout à fait remarquable. Et donc, il ne faut pas imaginer que ce ne sont pas des participants, bien sûr, au mouvement travail-études, mais ils vivent quand même dans une certaine frugalité, on va le dire, mais dans des conditions quand même à peu près acceptables pour eux. Du dortoir. Le site n'a pas changé, donc les téléspectateurs donc, sont invités à leur prochain passage à Lyon de visiter bien sûr notre musée et le site, parce que donc ce que les Lyonnais appelaient le fort des Chinois n'a pas véritablement changé dans son architecture de l'époque. Donc c'est leur lieu de vie en réalité, où ils ont donc des dortoirs, ils ont bien sûr une cuisine qui leur fait des repas chinois, c'est quand même nécessaire psychologiquement et culturellement pour eux. Et donc ils ont aussi une immense bibliothèque extraordinairement riche. Il y a 14 000 ouvrages en français, 15 000 ouvrages en chinois. Et donc, ils viennent étudier à peu près tout le spectre des études supérieures possibles, avec quand même une prédominance donc, des disciplines scientifiques, mais c'est extrêmement varié, pour un séjour donc, qui dure entre 4 et 7 ans environ. 51 femmes parmi ces étudiants. Qu'est-ce que ça dit de l'éducation des femmes en Chine à cette époque, Xubo? La Chine qui vient de sortir de la dynastie de Manchu, des Qing, aussi de sociétés féodales. La Chine était affaiblie à cause des guerres civiles. C'est vraiment les intellectuels éducateurs qui ont une vision mondiale, planétaire, comme Tsai Yuen-pei, les Shizhen. Ils ont pensé que c'est important de recruter les jeunes filles, parce que l'émancipation des femmes, qui est aussi une émancipation de la société. Sans la fille, sans la mère, on ne peut pas émanciper la société en général. Je pense que c'est important. J'aurais aimé aussi ajouter un mot concernant les gens qui sont diplômés, 400, 500. Il y a massivement les scientifiques. Mais nous avons aussi des grands écrivains, les peintres, les poètes. C'est-à-dire qu'ils viennent pour apprendre tout dans la globalité d'un pays phare qui s'appelle la France. Et nous avons l'autre jour organisé un webinaire, nous avons invité le professeur de langue française du département de langue française de l'Université de Pékin. Il s'agit du professeur Tong Xiang. Il a parlé de son professeur qui est formé ici. Et puis, dans le temps, en Chine, dans l'université de Pékin, la faculté s'appelle Auguste Comte, Voltaire, les grands noms français qui interpellent les Chinois. À l'époque, la France, pour les Chinois, c'était un pays idéal. Là, on peut chercher la clé pour sauver le pays. Oui, alors c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Parmi ces étudiants, 140 vont soutenir une thèse de doctorat dans une université française. Qu'est-ce qu'ils sont devenus par la suite quand ils sont retournés dans leur pays, ces étudiants, Alain Labatte? Alors, il y a plusieurs choses remarquables. D'abord, le fait que la plupart d'entre eux, soient rentrés en Chine. La Chine qui vit à l'époque dans un contexte extrêmement difficile. Il y a l'époque des seigneurs de la guerre, il y a ensuite l'agression japonaise contre la Chine, etc. Donc, il est déjà étonnant que un nombre si important d'entre eux, d'abord, soient rentrés. Ensuite, ils ont eu, comme l'a dit Chupeau, donc pour la plupart d'entre eux, des destins qui en ont fait des personnalités assez marquantes dans le domaine des sciences, des techniques.
pour quelques-uns d'entre eux, donc ils ont même été pionniers dans un certain nombre de disciplines scientifiques ou industrielles, et puis d'autres donc qui se sont consacrés aux arts et aux lettres, notamment à la traduction, et qui ont été de véritables passeurs, des traducteurs, d'abord du français vers le chinois, du chinois vers le français, et qui ont permis donc aux littératures des deux pays de commencer à être mieux connues, au-delà de la fameuse première traduction donc d'un roman français en chinois, La Dame aux camélias, qui était à peu près tout ce qui était connu avant eux. Alors, l'Institut franco-chinois a fermé ses portes dans les années 50, puis ses activités ont repris dès les années 80. Aujourd'hui, le nouvel Institut franco-chinois se trouve toujours au Fort Saint-Irénée à Lyon. Ce n'est plus un institut de formation, mais un lieu d'échange et d'exposition. Tout de suite, quelques images. Si vous passez la porte principale du Fort Saint-Irénée de Lyon, vous y lirez l'inscription, en français et caractères chinois anciens, de l'Institut franco-chinois. Dans la cour intérieure, vous serez accueillis par l'effigie d'un groupe d'étudiants chinois des années 1920. Depuis 2014, l'Institut s'est mué en une plateforme d'échange pluridisciplinaire autour de la culture chinoise. Une exposition permanente revient sur l'histoire de l'arrivée des étudiants chinois, de leur quotidien à l'Institut jusqu'à leur retour en Chine. Équipés de casques de réalité virtuelle, les visiteurs parcourent les différentes pièces du campus universitaire où vivaient ces étudiants. Des objets soulignent la richesse des échanges entre Lyon et la Chine, comme ces jarres en porcelaine prêtées par le Musée des Confluences, qui proviennent de la collection d'Émile Guimet, fondateur du célèbre Musée des cultures asiatiques parisien. Ici, un prêt du Musée des tissus de Lyon, 24 plaques en fonte émaillée réalisées par le peintre lyonnais Antoine Vollon en 1853. D'inspiration chinoise, elles représentent chacune une étape du travail de la soie, du mûrier à l'étoffe. L'Institut accueille aussi des artistes, chinois ou français ayant un lien avec la Chine. Pour son 100e anniversaire, Guillaume Dégé, artiste et sinologue, propose une exposition intitulée « Les choses de ce monde », des gouaches aux tons acidulés sur papier de riz et des céramiques. À découvrir jusqu'au 30 octobre. Alain Labatte, vous êtes le vice-président du nouvel Institut franco-chinois. Qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui ? Il s'y passe beaucoup de choses, dans deux domaines essentiellement. C'est un institut donc, qui a une double vocation. La première, on vient de le voir à travers le reportage, donc, qui est patrimoniale, qui est d'abord de conserver l'histoire unique de cette université franco-chinoise qu'on a évoquée à l'instant. Et puis, sa nouvelle muséographie donc, fait aussi une place nouvelle à l'histoire longue des relations entre Lyon et la Chine, puisque Lyon est une ville qui a, avec ce pays, donc, une relation qui est absolument unique en Europe, à la fois par sa continuité et puis par son ancienneté. Et puis, c'est d'autre part donc, un outil de coopération décentralisée, puisque sous la tutelle donc, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la métropole de Lyon, il a vocation donc, à rassembler, à fédérer l'ensemble des acteurs du territoire des relations avec la Chine, pour donner à l'action de nos collectivités territoriales en Chine plus d'efficacité et de visibilité. Voilà, alors justement, j'ai envie de vous demander, Xubo, quel a été l'impact sur les relations franco-chinoises du nouvel Institut franco-chinois, de l'Institut puis du nouvel Institut franco-chinois de Lyon depuis 1921. C'est un lieu qui est assez connu en Chine. D'ailleurs, le président chinois, Xi Jinping, lors d'une visite en 2014, avait commencé sa visite en France par une visite de ce lieu. Oui, en ce qui concerne le nouvel Institut franco-chinois, évidemment, 2014, avec le 50 ans de la relation franco-chinoise, le président Xi Jinping qui s'est rendu à Lyon pour commencer sa visite d'État, comme le président a élu. C'était très symbolique. Très symbolique et important, c'est-à-dire qu'on va recommencer le chemin de l'amitié, de compréhension franco-chinoise à partir de Lyon, de cet institut. C'est un lieu hautement symbolique. Mais pour l'ancien, comme je vous ai dit, en tant que Chinois à mon âge, ils ont des impressions, mais assez vagues, puisque avec le temps, ça passe trop vite. Ce qui est important pour nous, de rappeler la mémoire, c'est aussi notre devoir de mémoire, il faut en parler. Personnellement, je l'ai connu parce que quand j'étais à l'ambassade, j'ai eu la chance de fêter 40e anniversaire et j'ai visité pour la vice-première ministre chinoise, Madame Chen Zili,
Je connais très bien le lieu, donc je suis très attaché en tant que francophone, bien sûr, quand j'ai appris la langue française. C'est pour moi, ça fait partie de mon package, c'est dans mon cœur. Eh bien, merci à tous les deux. Nous allons passer à une deuxième partie dans cette émission. Nous allons parler d'un autre lieu, mais qui a beaucoup de liens avec le nouvel Institut franco-chinois de Lyon, puisqu'il s'agit d'Ishuba, qui est en quelque sorte son frère jumeau de Pékin. Et nous accueillons pour cela sa fondatrice, Christine Cailleul. Bonjour Christine Cailleul. Bonjour. Vous êtes philosophe et sinophone. Vous avez fondé Ishuba, qui est une plateforme de création, une résidence d'artistes et un incubateur de projets sino-français. Et c'est pour cela que nous vous avons invité. Merci d'avoir accepté. Alors donc, cette maison des arts à Pékin s'est établie dans les anciens bâtiments de ce qui était donc l'université franco-chinoise de Pékin, à quelques pas de la cité interdite. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de la naissance d'Ishuba dans ce lieu très symbolique? Il fallait réanimer une flamme. J'avais déjà une flamme dans mon cœur qui était la flamme du dialogue franco-chinois et de la création contemporaine. Et grâce à un partenaire et ami chinois, M. Xue Yunda, j'ai eu la chance de découvrir ce lieu en voyant sur une plaque « Ancienne université franco-chinoise ». Et ce lieu, je dirais, sommeillait. Et donc, si je dirais la rencontre entre deux flammes, la petite flamme qui était dans mon cœur et qui avait déjà proposé un premier Ishuba dans Pékin, et puis cette grande flamme endormie et historique de l'université franco-chinoise qui se sont rencontrées pour réveiller cette flamme des échanges culturels. Alors, à l'origine, donc, il s'agissait de l'université franco-chinoise. C'est le nom que portait aussi l'Institut franco-chinois. Quel était le lien entre les deux? Mais si vous voulez, ce qui est magnifique, c'est que effectivement, vous aviez d'abord une université franco-chinoise à Pékin, dans le quartier, comme vous l'avez dit, de Wusedaji, près de la cité interdite, près de là où s'est construit en fait la pensée de la nouvelle Chine, de la nouvelle culture, et qui avait comme partenaire l'Institut franco-chinois de Lyon. Et ce que nous avons fait depuis quelques années maintenant, c'est de rétablir des passerelles actuelles et qui parlent au monde contemporain. Alors, qu'est-ce que vous avez développé à Ishuba? Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Moi, je me suis dit que l'un des vecteurs les plus pacifiques et les plus approfondis, mis à part, bien sûr, le domaine universitaire et de l'éducation, c'est l'art, et en particulier les jeunes artistes. Donc, j'ai vraiment choisi, si vous voulez, de miser sur la jeune création contemporaine française et jeune création contemporaine chinoise pour rétablir des liens qui sont à la fois des liens de coopération et de création. Ça, c'est la première chose. Mais ce que j'ai fait, je me suis dit, le monde a changé. La Chine, les jeunes Chinois avant allaient en France apprendre de la France. Aujourd'hui, c'est dans les deux sens que ça doit se passer. Et j'ai commencé par vouloir inviter des jeunes artistes français venir apprendre en Chine et de la Chine. Donc venir apprendre quoi? Un nouveau regard, des nouvelles pratiques, un nouveau rapport à l'espace, au temps. Et ce sont toutes ces choses qui font qu'il y a maintenant une communauté de jeunes artistes et français et chinois qui, grâce à Ishuba et grâce à l'Institut franco-chinois de Lyon, vivent ensemble, se connaissent et continuent de créer. Qu'est-ce que ça provoque chez ces artistes français, par Ça exemple provoque un cataclysme positif. C'est ça la Chine. Ah, c'est ça. Et Pékin, c'est ça. Mais c'est passionnant. Mais c'est une nouvelle manière, une autre manière en tout cas, de vivre les choses. Et par rapport à tout ce qu'on entend habituellement et au prisme que nous avons dans notre culture et dans notre pays, c'est une perception directe de la richesse, de la beauté et je dirais de ce que la civilisation chinoise peut avoir de plus riche et de plus dynamique. Xubo et Alain Labatte, vous travaillez tous les deux aussi dans ce passage de culture entre la France et la Chine et dans l'enseignement. Vous avez recueilli des témoignages comme ça de Français qui découvraient la Chine ou de Chinois qui ont découvert la France et
voilà, avec une passion qui est née à la suite de ces échanges. Oui, dans la mesure où, bien sûr, chaque année, en partenariat avec Ishuba, comme l'a rappelé Christine, donc nous accueillons 3 ou 4 jeunes artistes contemporains chinois qui ont été primés par Ishuba. Et à l'occasion, donc, ce peut être aussi un artiste français qui a travaillé en Chine ou qui est fortement inspiré par la Chine. Et c'est une découverte tout à fait exceptionnelle des deux côtés, parce qu'en réalité, on connaît assez mal l'art contemporain chinois chez nous. L'inverse est aussi, dans une certaine mesure, assez vrai. Et donc, le plus important, c'est, comme tous les 3 autour de cette table l'avons rappelé, de faire se rencontrer des jeunes, parce que en fait, c'est l'avenir. Et donc, c'est aussi un pari sur l'avenir. C'est l'art et l'éducation qui sont vraiment décisifs pour eux. Vous voulez ajouter quelque chose ? En ce qui me concerne, avec tout mon âge et mon parcours, finalement, je pense que pour sauvegarder la flamme ou pour faire avancer nos relations, je pense qu'il faut ressourcer dans la société civile. Je pense qu'il y a des bonnes gens, les gens de bonne volonté, il y en a partout en Chine comme en France, il faut bien les rencontrer, notamment la jeunesse. Parlons de la jeunesse, comme j'ai la chance de connaître Wu Jianming, et puis j'ai succédé dans son esprit, j'ai lancé l'association. Nous avons créé une bourse Wu Jianming avec l'ancien Premier ministre Raffarin. Et quand les jeunes lauréats, il y en a 10 qui sont chaque année venus en Chine, à Pékin en l'occurrence, et la réception est donnée dans le lieu de ce bel Ishuba avec Madame Wu Jianming. On s'est rencontrés. Et puis les jeunes, ils ne connaissent pas la Chine. C'est comme un page blanc. Après, ils ont visité la Chine pendant 2 semaines. Le thème de voyage, c'est l'innovation et l'entrepreneuriat. En rentrant à Sciences Po, j'organise des forums, ils sont très enthousiasmés. Moi, je pense que la rencontre, c'est pas dans le papier, c'est pas dans l'imaginaire, c'est dans l'acte concret. Et dans l'Institut franco-chinois de Lyon, qui est peut-être un parrain, à mon avis, c'est plutôt parrain ou maire, parce que c'est université franco-chinoise. Le président, Tsai Yuanpei, qui est le promoteur de l'Institut franco-chinois à Lyon. Il y a un lien très fort, logique, et aussi par le sang. Je suis content que vous connaissez, vous travaillez ensemble. Quelle merveille! Alors pour finir, je vais me retourner vers vous, Christine Cailleul. Qu'est-ce qui se passe maintenant à Ishuba ? On a vécu donc cet épisode de pandémie qui a probablement un petit peu empêcher les communications entre la France et la Chine, mais vous continuez de recevoir des artistes chinois à Paris et d'envoyer des artistes français en Chine. Écoutez, dans la mesure du possible, nous continuons nos activités. Et quand les voyages rendent quand même très difficiles ces liens pour l'instant, nous proposons des activités et des expositions avec des artistes français qui travaillent en Chine et qui vivent déjà en Chine et des artistes chinois qui vivent déjà en France. Et là, c'est vrai que je suis heureuse de partager cette primeur avec vous, que tout début novembre, là, le 6 novembre, nous allons proposer une exposition extraordinaire sur le thème de la lumière, où 2 artistes chinois, un graveur et un sculpteur, plus un artiste français, tous les 3 lauréats du prix Ishuba, s'inspirent des créations de joaillerie de la maison Boucheron et créent, en résonance avec la maison Boucheron, une exposition sur le thème de la lumière. Et j'ai commencé tout à l'heure en parlant de la flamme, et je crois que ce sont ces sortes de créations et d'inspirations croisées que nous continuons au quotidien à promouvoir. Eh bien, merci à tous les 3 de nous avoir inspirés en nous parlant du nouvel Institut franco-chinois et d'Ishuba, et puis aussi des relations franco-chinoises. Je vous remercie également de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Pour tout vous dire.